c'est Ludoc. Vous l'avez sûrement déjà vu quelque part et c'est normal. Il a travaillé sur les plus grands classiques de la plateforme, des vidéos qui ont influencé d'ailleurs ma manière de travailler aujourd'hui, et c'est en partie grâce à lui que j'ai commencé le montage vidéo. Il pèse plus d'1 milliard de vues et je l'ai convié aujourd'hui pour parler montage vidéo et YouTube. Ça va être bien drôle. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Oh l'intro nulle. Il y a 30 personnes derrière la caméra, j'ai envie de hurler. Je suis en compagnie de Ludoc. Réalisateur les gars, je vais vous présenter la masterclass qu'est ce monsieur. N'hésitez pas les gars, si la vidéo vous plaît, à liker, à partager. Merci beaucoup pour les 20 000 abonnés sur la chaîne, c'est assez exceptionnel. Il y a vraiment des trucs sympas qui arrivent et là on essaye ce nouveau format, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je voulais appeler l'émission Les Mordus du clavier, mais c'est vraiment bizarre, on va faire 2-3 brainstorms en plus les gars parce que... Merci d'avoir accepté l'invitation. Pas de soucis, avec plaisir. C'est assez exceptionnel de t'avoir ici. Moi en tout cas quand on parle de réalisateur sur YouTube, je pense à Théodore Bonnet et toi. Ok. Je sais pas si c'est en stand-by le studio Bagel ou... Non, ça existe encore, c'est juste différent. Maintenant, c'est plein de petites boîtes de production qui produisent plein de trucs très différents, comme Hot Ones, comme Fleur Bleue, plein d'autres trucs. J'avais participé au Prime pour les 10 ans, mais je réalise plus de sketch. Les vidéos du Bagel m'ont bercé. Pour préparer l'interview, je suis descendu dans la description, je suis allé voir le nombre de fois où t'étais monteur, t'étais réal dessus. Première question, c'est quoi la différence entre un réal et un monteur? Oh, le réal, c'est le chef d'orchestre à qui on donne le scénario et qui va te dire ok, bah je veux tel décor, tel acteur, telle lumière, et qui va être derrière le monteur en disant bah je veux telle prise, je veux telle musique, je veux tel étalonnage, tel mixage, etc. Le réal, il est avant et après le tournage, du coup, c'est ça? Il a le scénario, il fait toute la prépa, il fait tout le tournage, il fait toute la post-prod jusqu'à la fin, alors que le monteur, là je parle en fiction, le monteur arrive juste au moment de la post-production, mais il est plus là forcément au moment du mixage, au moment de l'étalonnage, au moment du PAD, tout ça. Il n'y a pas que le Bagel, t'as fait aussi des films, t'as fait des publicités, je crois que t'as fait aussi des clips pour avec Snoop Dogg. Ouais. C'est de la folie, t'as fait aussi des publicités pour le PSG, ouais. Avec Neymar. Ouais. C'est comment de travailler avec des personnes aussi importantes? Est-ce que c'est compliqué de leur vendre ta vision de réalisateur quand t'es entouré d'aussi gros personnages? Je vais pas te mentir, t'as pas le temps de ça, et surtout ils s'en foutent un peu. Un Neymar ou un Messi, c'est sur des journées où ils enchaînent plein de tournages. Ouais. Et on te dit tu vas avoir 20 minutes avec Neymar, 20 minutes avec Messi. En fait les gars ils arrivent, ils sont ultra pros, ils font ce que tu leur demandes, mais ils vont pas te demander comme un acteur à te dire ok c'est quoi l'essence du personnage, c'est quoi l'historique et tout. Ils disent non, juste tu t'assis là, tu regardes la caméra et tu souris. Et Snoop c'était la même chose, je lui disais juste tu te mets là et tu rappes. Le seul truc qu'on m'a dit en plus c'était son manager où à un moment donné je fais un plan serré de lui, il y a le manager qui me glisse à l'oreille, il me dit Snoop il est jamais seul sur ses plans donc faut rajouter 2 mannequins. Donc on élargit un peu, on rajoute 2 mannequins et basta. Okay. Mais il y a pas de stress parce que les gars ils sont pros, ils arrivent, tu te dis ok j'ai 20 minutes, 1 heure avec eux. T'as aussi sorti un livre qui est un grand classique, je crois que la moitié des personnes ici l'ont. Okay. Je l'ai oublié à la maison, je voulais le ramener pour que tu me le dédicaces. Pas de soucis. Moi ce qui m'a choqué c'est la justesse des illustrations, ça doit être un travail monstrueux. Comment tu fais un livre de ce genre qui parle de montage vidéo et le mettre sur papier? Ça c'était super difficile, il y a des chapitres qui étaient assez galères, notamment les chapitres sur le mouvement ou ce genre de choses parce que à la toute base c'était un PowerPoint que je m'étais fait parce que je faisais des petites masterclass chez YouTube pour des jeunes vidéastes et après quand j'ai vu que j'avais beaucoup de slides, je me suis dit ça ferait un beau petit livre et après je l'ai mis en page sur Google Slide et après j'avais un gars qui le remettait au propre pour le mettre en page sur un livre parce que ça c'est un logiciel spécial. Tu penses qu'il y en a qui t'ont connu grâce au livre? Sans doute, ouais. Et en fait, il a été vendu à plus de 45 000 en France. Et je doute qu'il y ait 45 000 personnes qui me connaissent. C'est le plus vendu du domaine, ouais. Ok, ouais, quand même. C'est un achievement un peu, non, dans une vie de faire un livre, une publication. Surtout que moi, quand je l'ai écrit, j'étais limite en caleçon chez moi tout seul et je me disais, s'il y en a 50 qui l'achètent, je suis content. Et en fait, ça a explosé parce que je me disais, les gens n'achètent plus trop des livres, ils regardent des tutos sur YouTube ou autre. Et en fait, si, les gens aiment bien avoir un truc physique pour l'avoir avec eux en tournage et tout, donc... T'en penses quoi d'ailleurs des mecs qui font des tutoriels sur YouTube? Moi j'ai appris mon métier grâce aux livres, grâce aux tutos, etc. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait ce livre, pour me dire il faut que je boucle la boucle. J'ai fait des petits tutos sur la réal. Moi j'avais vu pas mal de choses que tu avais fait sur TikTok notamment. Moi je suis pour le partage du savoir. Du coup je sais qu'on partage la même vision. D'autres potes réal qui me disent ouais t'as pas peur de partager tes techniques et tout. Et pour moi non, c'est la technique c'est pas du tout ce qui différencie les gens. C'est ta façon de raconter une histoire, c'est ta façon de faire plein d'autres choses, mais la technique pure et dure. Ça crée une concurrence en fait. Ah non moi j'aime bien. J'aime bien créer la concurrence, on va dire. Ça te stimule? Moi, ça m'inquiète pas. Et si quelqu'un est plus fort que moi avec mes propres techniques, bah, faut que je me remette en question. C'est juste ça. Je pense que c'est qu'il y a un souci à un moment donné, mais... On te reconnaît dans la rue? Ouais, de plus en plus. S'il y a des lycées, si c'est des soirées où il y a des jeunes ou des gens de notre âge, ouais. C'est pas bizarre pour quelqu'un de l'ombre? C'était bizarre au début, je commence à m'y habituer, mais en fait, comme moi, j'ai vécu le truc où j'ai été avec des copains que je connais depuis très longtemps, qui eux ont explosé et qui ont connu vraiment toutes les galères. Alors, je suis pas du tout à leur niveau. Enfin, j'ai vu ce que ça faisait pour les copains et c'était un peu horrible. C'est juste des gens qui te dévisagent quelquefois, qui arrivent pas à mettre un nom sur ta tête. Ils te regardent, ils te pointent du doigt. Ouais, moi j'ai des gens aussi, à l'époque du Bagel, qui m'appelaient Studio Bagel dans la rue. Ils me disaient hey, Studio Bagel, comme ça doit être pour moi. Là, à la gare encore ce matin, on crie monteur de masse-pied.
Ah bah voilà, tu vois, tu connais. Alors que toi, tu développes vraiment ta propre image en ce moment. Maintenant, les gens me reconnaissent et ont plus facilement mon nom. Mais avant, je leur disais à chaque fois que je regardais trop de porno, je leur disais que j'étais un acteur porno. Et j'avais un malaise pendant 5 minutes, c'était assez drôle. Maintenant, les gens, vu que je me mets beaucoup plus à l'image, les gens ont mon nom. Parce que en vrai, en France, des réals qui créent du contenu, j'en connais pas trop. Sur YouTube, ouais, sans doute, il y en a pas beaucoup. À l'époque du Bagel, on montrait pas du tout les gens derrière la caméra. Il y avait des making-of, mais c'était des petits clips, c'était plus du bêtisier. Et les gens ne comprenaient pas qu'il y ait autant de monde. Ils disaient, ah ouais, Cyprien, il a fait son cours, il a fait tout derrière. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, ce serait bien que les gens comprennent qu'il y a des gens aussi derrière. Je vais parler pour les monteurs là, parce que je pense que la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo sont des monteurs, des mangeurs de cartes graphiques, des trucs comme ça là. Le TJM moyen pour toi d'un monteur. T'as souvent l'habitude, j'imagine, de t'entourer d'équipes. Ouais. Tu sous-traites les montages par des monteurs. Ouais, mais je pense que je vais pas savoir répondre à ta question. Tu penses ne pas savoir? Non, parce que maintenant j'ai des producteurs qui gèrent cette partie-là. Donc réalisateur et producteur, c'est pas la même chose. Faut pas qu'il y ait des copains producteurs qui regardent parce qu'ils vont pas aimer. Le producteur, ça peut être le gars qui va trouver le projet, qui va trouver les financements. Moi, je vais dire j'ai envie de travailler avec telle personne, etc. Et après, le producteur l'appelle et il va négocier. Mais moi, je parle pas de budget et tout. J'ai commencé en 2017, je crois, le montage. Ouais. J'étais payé par des youtubeurs qui ont aujourd'hui 3 millions d'abonnés, 15 € la vidéo, tu vois. Oh. J'ai vraiment eu un problème, moi, où j'ai pas été entouré de youtubeurs qui m'ont élevé financièrement jusqu'à ce qu'il y ait un jour, il y a un mec qui me dise, si tu me racontes, prends ton tarif journalier moyen à 400 €, tu vois. Ouais, alors 15 € c'est abus total. J'ai un monteur avec qui je bosse tout le temps qui s'appelle Quentin Eden, qui bosse sur le documentaire d'Inox. Typiquement, Quentin, je le connais depuis plus de 10 ans et c'est un gars, je sais que je lui donne les rushs, j'ai de moins en moins besoin de le briefer, il va me faire un truc de fou. T'as la même créativité qu'avant ou ça freine un peu quand même avec l'âge? J'en ai plus. Ah oui, non. J'essaye de plus en plus de faire uniquement les projets qui me plaisent et de faire de moins en moins les projets où je sais que j'aurai pas forcément le final cut. Donc je suis de plus en plus créatif à ce niveau-là. Les trucs que je sors, c'est de plus en plus vraiment ma patte. Je sais pas si tu vas pouvoir répondre à cette question-là. Oh, c'est bizarre en vrai comme question. Vas-y. Un top 3 des meilleurs monteurs français sur YouTube. Objectivement. Mon numéro 1 reste Quentin. Ah ouais? Ouais. À titre personnel, en numéro 1, je mettrais Meunier. C'est vrai qu'il est très fort. Moi, je vais te dire Quentin parce que moi, c'est un gars avec qui je bosse depuis toujours et qui a fait tellement de trucs sur YouTube. Il a monté des clips pour Mr V, comme il peut monter des fictions, comme il peut monter Nous les Leroy, le dernier film de Florent Bernard. Là, il est en train de bosser sur le documentaire d'Inox, sur l'Everest. Il sait tout faire et très très bien. En mode YouTube game d'aujourd'hui, ouais, Meunier, il est quand même... Tu le vois parce qu'il a amené un truc où il y en a beaucoup qui s'en inspirent. Ouais. Sans dire de la copie parce qu'on s'inspire tous de ce qui se fait. Mais après, je connais pas assez le nom des monteurs et tout. Je vais dire toi aussi. Ah, moi je t'ai pas forcé moi. On a dans le micro Alex? Le rythme YouTube aujourd'hui il est super intéressant à voir. La vitesse, le nombre de visuels, etc. comparé à il y a 10 ans. Mais parce que la consommation a changé et que les gens ont besoin d'être happés parce qu'ils sont systématiquement en train de faire plein de choses. Ils se font cuisiner en même temps, ils accélèrent le truc. Moi typiquement dans mes vidéos YouTube je parle très très vite et j'ai un rythme de porc parce que je veux pas que les gens accélèrent ma vidéo. Je veux que ce soit accéléré de base et je veux qu'ils regardent et surtout moi je veux pas qu'ils décrochent. Parce qu'à tout moment t'as une notif qui arrive donc il faut passer à autre chose. Ce que je faisais aussi en fiction sur YouTube, c'est-à-dire que j'ai un début très rythmé, après je calme, je pose le contexte pour pas avoir un tunnel trop monotone pendant trop longtemps. Tu parles vite, mais le montage en soi n'est pas trop de Ouais, mais j'essaie quand même d'avoir un truc un peu drama qui pose, tout ça, mais ça reste quand même assez difficile. Toi, ce qui est assez impressionnant, c'est que tu arrives à le faire sur des vidéos entières. Et même quand tu penses des sketchs, tu penses justement à la construction, au relief que ça doit avoir par exemple dans un scénar ou quoi. Je sais que par exemple sur TikTok, j'en abuse beaucoup parce que je crois que je dois avoir une moyenne de port à 800 000 vues par TikTok parce que j'aime trop ce truc de taguige dès le début, tu l'agresses le mec, je mets un SFX qui sature dès le début, je lui crie dans les oreilles. Parce que le mec, il va pas me décrocher, il va me donner ma vue. C'est une science de fou. MrBeast, tu trouves ça comment par exemple? Alors on peut ne pas aimer le personnage parce qu'il peut être détestable, mais en montage Logan Paul, il y a des trucs très intéressants de rythme, de speed, de storytelling. Il y a plein de trucs qu'on peut lui reprocher, mais la partie storyteller, je trouve qu'il fait des trucs vraiment très très forts en montage. Est-ce que le YouTube game américain est en avance en matière de prod? C'était avec ma boîte, avec IDZ quand on faisait des pubs et quand on est en contact avec des gros clients qui font aussi des trucs à l'international, avec des Ubisoft à une époque ou tout ce genre-là, et quand on a des discussions et qui nous montrent un peu ce qu'ont fait les autres. Par exemple, je me souviens que Ubisoft à une époque, attends, j'hésite à parler de ça parce qu'on a fait un truc avec quelqu'un qu'il faut pas... qu'il faut plus citer. On peut biper, si jamais. Bah non, mais en fait, c'est trop évident. C'est okay. Tant pis, c'est pas grave. On a produit un truc à une époque où on n'était pas au courant, mais un clip avec Norman. Je savais. Assassin's Creed. Par exemple, quand on a fait avec Ubisoft toute une campagne avec Assassin's Creed et c'était avec Webedia à l'époque, ils nous montraient un peu ce que faisaient les autres pays parce que forcément Assassin's Creed il sort à travers le monde. Ouais. Franchement, on n'avait pas à rougir. Même quand tu vois tous les événements sur Twitch et compagnie, en France, en termes de prod, en termes de montage, etc., on est très très fort quand même à l'international et même les marques qui ont l'habitude de travailler avec d'autres youtubeurs brésiliens, américains, anglais ou autres disent ah ouais, il y a une production value en France quand même qui est assez forte. Je sais pas, depuis 3 ans, il y a un essor entre par exemple sur Twitch, Eleven of Star de Amin avec une grosse production, Accor Hotel Arena de Squeezie avec Où est Charlie. Je trouvais ça fou, ça c'était vraiment des concepts gigantesques à la MrBeast. Ça c'est un autre débat, je l'ai avec certains créateurs avec qui je travaille, je crois qu'avec Massue on a eu ce débat. Ça
tue un peu l'essence même de YouTube, je trouve. Toute cette méga prod, ça enterre un peu les vidéos YouTube plus classiques parce que du coup, je sais pas, genre Mich, il va sortir une vidéo face caméra, tu vois, c'est nul. Il est obligé de se tuer à faire des gros concepts toutes les semaines. Ah ouais, moi tu t'alternes. Moi quand je vais au ciné, j'aime bien aller voir un blockbuster, aller voir un truc plus film d'auteur. Tu peux pas enchaîner et regarder que des challenges, des trucs à la MrBeast ou même comme Lucas peut faire, un truc où ça part dans tous les sens. Regarde quand il fait l'imposteur, je vais dire en termes de prod c'est simple, c'est pas du tout le cas. Ouais. Parce qu'il y a une énorme recherche de casting, etc. Mais en termes de moyens, c'est quand même plus simple que l'Arena ou ce genre de choses. Ça marche autant, voire moins bien qu'un imposteur qui est très simple. Donc je sais qu'il y a beaucoup de trucs avec d'autres copains comme McFly et Carlito, enfin tout le monde en a parlé au bout d'un moment de dire attention, c'est trop produit. Moi mon discours c'est de dire c'est pas parce que c'est beau, que c'est bien réalisé, que c'est moins drôle. Et c'est pas parce que c'est bien produit, bien réalisé, qu'il y a beaucoup de sous que ça va être moins bien. Je vais pas étaler, j'avais une réflexion à faire mais je vais pas la faire. Vas-y. Que par exemple Mastu me disait qu'il avait ce truc où plus on rajoute de la production, plus c'est compliqué, ne serait-ce que faire un montage un peu YouTube Poop, je sais pas si tu vois c'est quoi. Ouais. Là où tu vas faire des cuts un peu agressifs, tu vas faire des trucs un peu nuls, mais qui vont rendre ta vidéo drôle. Et je sais par exemple sur un format comme Stubagle, tu peux pas trop... Le truc de la fiction, c'est que tu rentres dans un genre, il faut que tu t'identifies au personnage, il faut que tu rentres dans l'ambiance avec la musique, tout ça, pour amener plus facilement une chute, pour un sentiment, ce genre de choses. Donc c'est plus difficile de balancer un peu dans tous les sens ce genre d'effet. C'est très propre à YouTube, je pense, et même à la génération GIF. Clairement. Parce qu'après, t'as les petites fictions, par exemple, Bref, à une époque, quand ils sont sortis au Grand Journal, c'est un produit très web aussi, dans sa dynamique, dans ses références, ça part dans tous les sens. C'est ce qui a fait du bien à la télé, parce que tout d'un coup, il y avait un truc où en mode, putain, en 2 minutes, ils ont balancé autant d'informations. Donc là, t'as fait une série de vidéos sur la Corée du Nord, tout ça. Est-ce que t'as eu des représailles là, avec tous les trucs que tu montres et tout, dont t'as pas forcément le droit? Non, pas de représailles, je suis juste banni du pays, mais Ça va. je compte pas y retourner, donc tout va bien. Et je pense qu'ils sont très contents que ce genre de vidéo sorte, parce que ça fait, malheureusement, je l'ai pas fait pour ça, mais ça fait de la pub pour leur pays, parce qu'il y en a plein qui regardent le truc et qui ont envie d'y aller. Je pense que ça reste de la publicité pour eux et qu'ils en sont contents. Après, je sais qu'en effet, moi, je vais pas y retourner, parce que, évidemment, je vais pas prendre ce risque. Donc non, pas de petit mail de Kim Jong-un pour me dire d'arrêter. Et bah t'en as de la chance. Si vous voulez te retrouver, t'aurais rattrapé. Ouais. Prison. De torture, il y en a un qui est tombé dans le coma et qui est mort après. En effet, c'est pas ouf. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, je sais pas, à un mec qui veut se lancer dans la réal ou tout simplement dans les vidéos? J'en ai plusieurs, je dirais de pas attendre qu'on vienne te chercher pour faire quelque chose, parce qu'il y en a beaucoup trop quand ils se lancent en réal qui disent je connais pas un tel, j'ai pas de comédien, je connais pas quelqu'un qui gère le son et tout, apprends à faire tout, parce qu'en fait ça te servira toujours. Le travail de monteur il a beaucoup évolué, maintenant beaucoup de monteurs font des FX, font des motion design comme ça. Même du sound design moi. Tout ce que tu fais c'est des métiers différents, il y a le gars qui est le monteur son qui va faire juste du sound design, t'as le monteur, t'as le gars qui va faire les FX, même les talonneurs et tout. On est dans une génération où on apprend un peu tout de façon autodidacte, donc ça c'est le premier truc, c'est apprenez tous les corps de métier, apprenez tout, ne dépendez de personne. Alors ça c'est la vieille phrase, mais faites que des trucs que vous avez envie de regarder ou des trucs qui vous plaisent. Si tu suis une tendance, le principe d'une tendance c'est qu'elle s'arrête au bout d'un moment. Tu peux pas marcher par cycle. Il y a des youtubeurs comme ça qui sont dans des cycles, mais au bout d'un moment ils arrivent pas à se recycler. À court terme c'est facile de faire un certain type de vidéo qui marche, et au bout d'un moment forcément ça s'arrête. Et le plus important c'est de savoir raconter une histoire, peu importe le matos. Il y en a beaucoup aussi qui s'arrêtent en disant j'ai pas une belle caméra, j'ai pas une bonne lumière, j'ai pas du son et tout. Le plus important c'est l'histoire. Même avec ton téléphone tu peux faire des dingueries. Il y a des films qui sont sortis au cinéma qui ont été filmés avec des téléphones. Il y a des grands réalisateurs. Michel Gondry, un énorme réal qui a fait un court-métrage avec Apple avec un iPhone. Même Damien Chazelle, réalisateur de La La Land, il a fait un court-métrage avec un iPhone. Enfin, aujourd'hui, on a une caméra dans la poche. Il faut juste ne pas oublier le son à certains moments parce que quelquefois le son est plus important que l'image. Copier un peu au début pour apprendre, mais il faut très vite se détacher, trouver sa signature et ne pas se freiner en disant j'ai pas le matos. Il y a un peu de questions pardon que j'ai sauté. Vas-y, balance si tu veux. Ouais, non, bah en vrai, je sais pas si c'est nécessaire. Bah, bidouille pour coder l'URSSAF, je sais pas. Ah, ça putain. Moi, c'est l'IRSEC qui me rend fou à chaque fois. Je sais pas, mais. On va se déclencher des contrôles fiscaux bêtement là. Moi, déjà, l'URSSAF, je m'indigne, mais je paye. Quand je peux. Les gars, le lien pour accéder au livre de Ludoc sur le manuel des vidéastes, parce que je crois que t'en as sorti un deuxième récemment. Le deuxième, c'est des anecdotes de cinéma pour les gens qui aiment bien le cinéma ou les coulisses de tournage. Et le premier, ouais, c'est le manuel de survie du vidéaste. Et celui-ci, je sais qu'il plaît beaucoup. Tout est en description, c'est réseaux sociaux aussi. Moi, je vais pas te donner trop de lumière, mais j'ai fait appel à un ami qui s'appelle Lucas. Il va interpréter un mini-texte. Moi, je le dis, je l'ai généré avec ChatGPT. Comme ça, y a pas de, surprise. C'est une scénette sur Premiere Pro et ses aléas. Et je veux juste voir les bases du cadrage. J'en ai aucune, zéro. Et je pense que ça peut être drôle en vrai. Je viens d'avoir l'idée. T'as parlé qu'on pouvait réaliser des films à l'iPhone. Est-ce qu'on peut essayer de voir les principes de base? Peut-être t'as 2-3 tips. Je vais essayer de filmer à l'iPhone. J'ai aucune base en cadrage. Je te donne mes techniques, mais après tu les adaptes. Je fais un plan large pour situer le contexte, pour savoir un peu où on est. Okay. Si tu commences par un plan serré direct, le spectateur il sait pas trop où tu es. Et après je vais faire un champ contre champ. Le champ c'est quand je suis sur toi. Okay. Et le contre-champ c'est quand je me retourne et que je vois ce que tu vois. Plan large, je vois le truc entier. Je vais avoir un champ un peu plus serré pour voir un peu l'émotion, pour voir un peu ce qu'il fait, parce qu'on l'a vu tellement en large, on sait pas qui c'est, on l'a pas vu. Et action! Et sur la tête de ma mère, s'il te plaît, non. Je suis depuis 2 semaines sur la tête de ma mère, pas aujourd'hui.
premières, s'il te plaît. J'ai pas le temps pour tes caprices. C'est trop bien. Le plan large est bien là? T'aurais pu juste pas noter pour le suivre. Ah ouais, je suis resté comme un robot. Et en fait, quand on cadre, on fait ce qu'on appelle la règle des tiers. Je donne vraiment les trucs de base. En fait, Ouais. quand tu commences à avoir un peu plus de métier, t'écartes un peu de ce genre de trucs. La règle des tiers, c'est en mode, t'essayes juste d'avoir un truc où il est un peu décadré ici pour laisser un peu d'air. En fait, moi, j'aurais le réflexe de faire ça. Tu vois, pas ça, mais ça. Action. Non, frère, s'il te plaît, s'il te plaît. Sur la tête de ma mère, frère. Sur la tête de ma mère. Adobe, s'il te plaît, pas aujourd'hui. J'ai un projet à rendre aujourd'hui. J'y suis depuis 2 semaines. Sur la tête de ma mère, s'il te plaît, pas maintenant. Je me calme, c'est bon. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire ce qu'on appelle un insert. C'est un gros plan sur ses doigts quand il va commencer à appuyer sur les... Excellent ça, ouais. Je me permets. Ouais, vas-y. Je pense que vu que c'est celui qui est là-bas, je ferai un zoom dessus. Elle est en ma main, Regarde, ouais. hop. Vas-y. Non, frère. Bah là, t'as ce qu'il faut. Tu mets pas trop d'éléments à l'image. Surtout quand t'es sur internet, t'as un truc où il faut que tu guides l'attention du spectateur sur un point particulier. Donc ça, tu peux le faire à la lumière, tu peux le faire au cadre et tout. Mais comme les plans ont tendance à aller assez vite parce qu'il faut que t'aies un gros rythme en fiction, donc en fait, le spectateur, il va pas savoir où regarder. Donc faut l'aider au maximum. Je te donne un dernier truc quand même Ah oui, en s'il te partir qui est plaît. très important. Pitié, oui. Qui s'appelle la règle des 180 degrés. Alors en général, c'est quand deux personnes se parlent. Donc imagine, t'as quelqu'un qui est ici, tu traces une ligne et tu te dis, la caméra, je vais la mettre toujours derrière cette ligne. Ce que je veux dire, c'est que si t'as un plan qui est ici et qu'ensuite t'as un plan scénaire qui est ici, ensuite que tu reviens ici, au bout d'un moment, son regard, il va être un coup à gauche, un coup à droite, il va pas savoir. Je vais essayer de respecter ça. Et je pense qu'on t'enverra après coup le rendu. Et tu me feras un rendu par message ou par vocal. Vas-y, vas-y, Et hâte de voir. Merci beaucoup, Ludoc. pas de soucis. Au plaisir. Pour ton temps, c'est assez cool d'avoir pu faire ça avec toi. C'est la première fois, je sais pas ce que ça va donner. Ok les gars, Ludoc est parti. Oh non. Vas-y. J'ai trop mal gros. Non en vrai, il y a des chiottes gros. Il se passe quoi là? Ouais non, attends, c'est chaud là. Ah non, je te jure, la porte elle était ouverte là. Et action, ça tourne. Action, attends, je vérifie si c'était bien cadré. Ok. Non, frère, ta mère. Pardon, mais te vas rire, frère. Non, mais je peux pas. Attends, je regarde le rendu. C'est trop bien gros. Oh, on va lui donner une leçon Ludoc gros. Non, frère. Hé, sur la tête de ma mère, Adobe. J'ai un truc à rendre aujourd'hui. Ça fait 2 semaines. J'y suis putain sur la tête de ma mère. S'il te plaît, fonctionne. Vas-y, tu me dis. C'est quoi ça? Je te jure, ça fonctionne. Vas-y, frère. Ludoc il m'a dit de faire ça, je crois. Mais c'est quoi son prénom? Sam, c'est pas un prénom, c'est une onomatopée, fils de pute. Putain. En vrai les gars, c'est pas les gars, c'est pas les bons valeurs de plan. Voilà. Bon les gars, on va continuer, on a bientôt fini. Et là, on va passer à la scène. Je te vanne ta grand-mère et puis je vais au sol, c'est ça? Ah ouais. C'est dans la fiction, tu vois. Ah, c'est- la fiction, ouais. C'est Sam dans la fiction. Vas-y, bah, je vais te baiser dans la fiction. Ouais. Action. Putain, Sam, prénom de merde en plus. Putain de merde, de montage à la con. Bouge pas de proposition, bouge. Je vais aller me trémoler au studio de Doubli, je m'en fous que ce soit en Amérique. Sam sur la tête de ma mère, je vais l'attraper. C'est bon là, je crois. Les gars, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je sais pas ce que ça donne en vrai. Merci à Ludoc d'être venu. Un grand prince. Tous ses réseaux en description et compagnie là. Son petit livre, Masterclass. Outro les gars. Non, frère, s'il te plaît, frère, ta merde. S'il te plaît. Je te fous de ma gueule. Et sur la tête de ma mère, quoi. Sur la tête de ma mère, j'ai un projet à rendre aujourd'hui. J'y suis depuis 2 semaines. Sur la tête de ma mère, s'il te plaît, pas maintenant. Il raconte quoi, ça à lui, frère, c'est trop long. Gros mec, ça marche pas, ça fonctionne pas ta merde. C'est quoi son prénom? Sam, c'est pas un prénom, c'est une onomatopée. Un Sam, prénom de merde en plus. Putain de merde, de montage à la con de... Sur la Sam, sur la tête de ma mère, je vais l'attraper. C'est une bonne merde. Ouais, bah je viens de regarder ton court-métrage. Bah c'est super nul.